L'archipel des Philippines comprend 7641 îles, dont seulement 2000 sont habitées. Il est divisé en 3 grands groupes d'îles, Luzon avec la capitale Manille, les Visayas, l'archipel de Palawan, les îles Calamian avec Coron et Mindanao où les touristes ne s'aventurent pas. Luzon au nord, la plus grande île, regroupe 40% de la population. Dans la cordillère, autour de Banaue, plusieurs sites de rizières en terrasse ont été classés à l'UNESCO. Elles ont été façonnées à la main par le peuple Ifugao depuis plus de 2000 ans. Les maisons de Banaue sont accrochées au flanc de la montagne. Les tricycles et les jeepneys sont des moyens de transport populaires. Ce sont à l'origine des jeeps abandonnés par l'armée américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui ils sont produits localement. Leurs décorations sont très originales, mais malheureusement les jeepneys peu écologiques sont condamnés à disparaître. Avis aux collectionneurs. Les rizières épousent les formes des collines et des pentes abruptes. Janvier est la saison de la préparation des rizières qui sont encore inondées. Avec les reflets de la lumière, elles offrent un beau spectacle. Les rizières sont irriguées par gravité. Les rigoles circulent entre les murets de pierre. Ce système ancien est toujours actif. Même si de plus en plus de jeunes préfèrent se consacrer au tourisme, les rizières sont toujours entretenues et labourées. Les murets sont réparés. Les premières graines plantées poussent dans des petits carrés verts. Les jeunes pousses sont repiquées en février-mars. La récolte aura lieu en août, mais ce rythme varie d'une vallée à l'autre selon son microclimat. Un astucieux système de chariots transporte les marchandises de l'autre côté de la vallée. Un mariage est célébré. Un gros cochon est grillé. Les rizières de Hungduan et d'Apao sont grandioses. Avec un peu de soleil, elles seraient magnifiques. Les rizières en toile d'araignée s'étendent par paliers sur des centaines de mètres au fond de la vallée qui est traversée par la rivière Apao. La route est sinueuse. Elle offre de beaux panoramas sur les montagnes. La route s'arrête brusquement car il n'y a plus d'argent pour finir de la construire. Et pourtant c'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le village de Batad est à 20 minutes de marche en descente. Tout doit être transporté à dos d'homme. Des ouvriers font la navette dans les deux sens 15 fois par jour. Les flancs abrupts sont taillés en terrasse, retenus par de hauts murets en pierre. C'est impressionnant. Certaines parcelles ne font pas plus de 2 mètres de large. Les Ifugao sont de vrais équilibristes.
L'arrivée à Batad est spectaculaire. Le petit village est niché au fond d'un amphithéâtre au milieu de centaines de rizières qui dévalent la pente. Pour ne pas être démantelées au fil des générations, elles sont transmises à l'aîné de la famille, qui doit donner du travail à sa fratrie. La maison traditionnelle Ifugao, avec son toit de chaume, est devenue rare. De forme pyramidale, elle est construite en bois et en bambou, sans clous, ni boulons en métal. Elle résiste au vent et aux inondations. À l'origine, il s'agissait d'un grenier à riz surélevé. Il servit de modèle pour en faire des maisons habitables. Une belle vue depuis la route sur le petit village de Bangan, blotti au pied des terrasses de rizières. Dukligan est l'un des rares villages à utiliser des engrais chimiques et de ce fait, il se permet 2 récoltes par an. Les rizières sont déjà vertes ici. Alors qu'ailleurs, on démarre seulement le travail harassant du nettoyage des parcelles. Et on répare les murets. Sur la route, il y a de nombreux éboulements à cause de la pluie. Mais les chauffeurs sont bien protégés. À 60 km au nord de Banawe, Bontoc recèle aussi de belles rizières. J'atteins celle de Malingkong en 40 minutes en sidecar, la route étant trop pentue pour les tuk-tuk. Les rizières en escalier s'étendent de part et d'autre d'un promontoire. Je les imagine vertes sous un grand soleil. Sagada est renommée pour ses cercueils suspendus. Une tradition animiste qui fut abandonnée sous la pression des Américains. Le cimetière accueille toutes les religions, il est gratuit. Cercueils et tombes sont fournis par la municipalité. Les couples sont réunis après la mort. Quand le premier décède, la tombe est construite avec l'emplacement pour le second cercueil. Sur les falaises calcaires de l'Echo Valley furent accrochés des cercueils pour les protéger des animaux et des chasseurs de têtes. Les défunts, plus près du ciel, avaient aussi plus de chances d'atteindre l'au-delà. Lors du décès, le corps du défunt est enveloppé dans un linceul, puis il est attaché assis sur une chaise. Puis le corps est enfumé avec des plantes pour stopper les odeurs. Il est alors exposé à l'entrée de la maison pour être honoré par la communauté. Le cercueil ne mesure pas plus d'1 mètre parce que le bois est cher et pour être moins lourd pour être suspendu. Le corps y est placé en position fétale, après avoir brisé quelques os, afin de sortir du monde comme il y est entré. Je quitte le nord de Luzon par une route bordée de ravins, avec des terrasses qui donnent le vertige. Manille est la ville la plus densément peuplée au monde et son agglomération est tentaculaire. Manille est suffocante et trépidante.
Immeubles d'un autre âge et gratte-ciel s'y côtoient. Précarité et petits boulots pour un grand nombre de Manillais, sans parler de ceux qui vivent dans les 500 bidonvilles. Intramuros, c'est le quartier historique ceint de murailles, vestige de la cité espagnole fondée en 1570. Ce n'est pas un musée, mais un quartier vivant avec des bâtiments administratifs. Il reste peu de maisons et de bâtiments coloniaux. Même envahies par les touristes, quelques vieilles rues ont gardé leur charme d'antan. La belle Casa Manila est devenue partiellement un hôtel. L'église de San Agustín est la plus ancienne église en pierre des Philippines, construite en 1586 par les Espagnols. Son style baroque, ses fresques, ses sculptures en bois lui ont valu d'être inscrite au patrimoine de l'UNESCO en 1993. Les vestiges du fort San Antonio sont un site historique important dans l'histoire des Philippines, depuis la période coloniale espagnole jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, notamment pour ses prisons. Le médecin romancier José Rizal, héros national, y fut exécuté peu avant le départ des Espagnols et l'arrivée des Américains en 1898. Promenade dans le Rizal Park. Son joli jardin japonais est préservé de l'agitation de la ville. Le musée d'anthropologie et le musée d'histoire naturelle sont des bâtiments jumeaux qui se font face de part et d'autre d'une immense pelouse. La grande statue du chef Lapu-Lapu, vainqueur de la bataille avec les Espagnols en 1521, dans laquelle Magellan fut tué. Émancipation féminine. Les portes de la basilique du Nazaréen noir sont entièrement ouvertes 24 heures sur 24. Sa statue miraculeuse attire de nombreux pèlerins. Il y a un va-et-vient incessant, et les bruits des ventilateurs et de la rue n'aident pas au recueillement. Surprenant.
Chinatown, créé en 1594, serait le plus vieux quartier chinois au monde. Il était le lieu de résidence des marchands venus du sud-est de la Chine. Ambiance colorée avec les lampions rouges de ses boutiques. Sa cuisine de rue a du succès. Dans le marché de Hongping, je me suis régalée avec les plats typiques de ces stands. Mais la pollution y est aussi bien présente. L'immense cimetière nord de Manille est un lieu insolite. Plus de 500 familles y vivent dans les caveaux des grandes familles qui parfois les emploient pour leur entretien. Il y a même des petites échoppes et j'ai vu des enfants jouer entre les tombes. Un policier a essayé de me dissuader d'y entrer car c'est aussi le lieu de tous les trafics. Le cimetière sud adjacent est plus calme. Il a été construit en 1850 dans un grand parc pour les Chinois dont l'accès au cimetière catholique leur était interdit par les Espagnols. C'est un grand village silencieux avec des tombes et des mausolées luxueux de style art déco ou de style chinois. Cela montre la richesse de ces Chinois catholiques. Des bâtiments funéraires à étages ressemblent à de vraies maisons et ils sont équipés pour accueillir des familles qui visitent leurs défunts. Il y a des bancs, des lavabos et même des toilettes derrière une porte. Un columbarium contient des centaines d'alcôves pour des urnes funéraires. Quelques-unes ont de la nourriture pour les défunts. Les deux gardiens y prennent leur repas et ils font sécher leur linge. Le silence n'est perturbé que par les chats et les chiens errants qu'un gardien vient nourrir. Peu de rencontres, hormis quelques ouvriers qui restaurent des mausolées. Et cela, mais après leur sieste. Et des femmes âgées qui nettoient des tombes. You are cleaning? I'm caretaker of the dog.
Je quitte Manille avec des sourires. Les Philippins sont très accueillants et ils parlent facilement l'anglais. Mon voyage se poursuit dans les principales îles des Visayas occidentales, dans l'archipel de Palawan et dans l'île Coron. Jour d'orage sur les Chocolate Hills de Bohol. Quelques 1200 collines en forme de cône sont réparties sur 50 km². Leur végétation est encore verte, mais elle sera brune à la fin de la saison sèche, d'où leur nom. Ces cônes sont composés de sable et de calcaire, provenant de l'accumulation de couches successives de corail et de coquillages du fond de la mer. Le mouvement des plaques tectoniques a élevé la région au-dessus de l'eau. Les tarsiers sont une attraction très courue. Ils sont bien cachés sous leurs grandes feuilles. C'est l'un des anciens et des plus petits primates au monde. Ces minuscules peluches aux grands yeux et aux grandes pattes mesurent de 9 à 16 cm de long, sans compter une queue d'environ 2 fois cette longueur. Ils sont normalement invisibles en haut des arbres de la forêt. Ce parc a été créé pour sauver l'espèce, et on peut s'en approcher, mais chut, ils dorment le jour. L'église catholique Baclayon fut fondée par des prêtres jésuites en 1595. Elle a été restaurée après le tremblement de terre de 2013. Dommage pour moi, elle était fermée. La route traverse la forêt artificielle de Bilar. Elle fut créée dans le cadre d'un programme de reforestation en 1950. Ces grands acajous ont été plantés par des bénévoles et la population locale. Outre leur décor photogénique, les acajous contribuent à stabiliser le microclimat de la région. Les Philippines font partie du triangle de corail qui abrite 30% de la totalité des récifs coralliens mondiaux et des lieux de reproduction des baleines bleues, des cachalots et des thons. Mais cette zone subit encore la pêche à la dynamite, la dégradation de la qualité de l'eau et j'en passe. Je suis allé admirer ces merveilles au sud des îles Bohol et Negros. Siley est une ancienne ville coloniale qui a gardé les traces de l'époque où la culture de la canne à sucre était prospère dans l'île de Negros, appelée l'île au sucre. Ces belles demeures, qui ont été construites entre 1880 et 1940, le long de larges avenues ombragées, sont aujourd'hui des musées. Siley s'appelait le Paris de Negros, car des opérettes et des spectacles s'y produisaient avec des artistes européens. Puis les Japonais occupèrent la cité pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'industrie du sucre déclina et les riches propriétaires quittèrent la ville. C'est étonnant que les vieilles photos des familles soient restées. Negros fait à nouveau partie des principaux producteurs de sucre au monde.
l'ancien cinéma est devenu un magasin. Dans le grand marché couvert, en plein après-midi, il y a peu d'activité. Mais les poissons sont encore sur les étals, malgré la chaleur. Il y a même du requin. À l'extérieur, on vend des légumes et des poissons séchés. À Cebu, le pèlerinage de la statuette miraculeuse du Santo Niño, l'enfant Jésus, a 460 ans. Chacun porte sa statuette. Depuis 1980, le pèlerinage est associé au festival Sunologue qui célèbre l'histoire païenne de l'île en portant un bandeau de plumes. Ito po yung miracle oil of Mindanao. Herbal pito-pito kung tawagin. Et des enfants sont déguisés. L'histoire du pèlerinage commence avec la croix de bois que Magellan fit planter ici en 1521. Elle marquait le début de la chrétienté aux Philippines, car le roi et la reine de Cebu s'étaient fait baptiser. Magellan leur offrit une statuette. Par hasard, celle-ci fut retrouvée 40 ans plus tard dans un village incendié par les Espagnols. En 1965, le pape Paul VI consacra l'église qui abritait le Santo Niño au rang de basilique mineure, car malgré les incendies, les bombes et un tremblement de terre, la statuette miraculeuse a toujours été préservée. La traditionnelle et fervente procession s'est déroulée pendant des heures sous le cagnard, accompagnée du chant de « Viva Petit Señor ». La petite statuette haute de 40 cm arrive enfin, sous bonne garde. Autre ambiance le lendemain, c'est la fiesta avec le carnaval, les chars, les danses.
Mais les danseurs sont très fatigués et ils vont se reposer quelques heures. C'est la fête dans toute la ville. Ito po yung miracle oil of Mindanao. Herbal pito-pito kung tawagin. Mga katas at nagka ng mga halamang gamot at pulang galingan. Le fort San Pedro est aussi envahi par la foule. Sa structure actuelle date de 1738 et c'est le plus ancien bastion du pays. The Heritage of Cebu Monument est une énorme sculpture qui relate les hauts faits historiques de Cebu. Mais derrière les belles avenues, c'est un quartier beaucoup moins rutilant. Il semble dédié aux réparations automobiles. Moalboal, sur la côte ouest de Cebu, n'aurait pas un grand intérêt s'il n'y avait un phénomène naturel étrange. Le Sardine Run. C'est un banc de milliers de sardines qui se tient à 2 ou 3 mètres de profondeur, à quelques dizaines de mètres de la plage. Ce banc serait arrivé il y a une vingtaine d'années et il s'est sédentarisé ici car il y a beaucoup de plancton mais pas de prédateurs. La pêche est interdite et la zone est protégée. Les sardines se reproduisent et meurent ici. Des larmes argentées brillent dans la lumière. C'est un spectacle impressionnant. Autre spectacle magique, les tortues viennent manger dans les herbiers. Elles ne sont nullement perturbées par les nageurs, même pour aller respirer à la surface. Mais il ne faut surtout pas les déranger. J'ai la chance de pouvoir suivre l'une d'elles qui plane gracieusement. Je quitte Cebu en traversant les villages pour aller dans l'archipel de Palawan, puis dans l'île Coron.
À l'ouest des Visayas, l'archipel de Palawan est très prisé. Port Barton est un village de pêcheurs un peu moins fréquenté. L'équipe féminine de volley s'entraîne sur la plage. Ce matin, course de vitesse sur la plage, mais les traditions se perdent car de tout petits engins ont remplacé les pirogues et ils traversent la baie avec un bruit assourdissant. Il y a de l'animation. Vite, partons. La principale activité touristique est l'island hopping, un tour d'une journée dans les îlots bordés d'une mer turquoise et de jardins de coraux. La petite ville d'El Nido se niche au pied d'un énorme piton karstique dans une baie superbe. La ville est une usine à touristes, bruyante, avec une minuscule langue de sable bordée de cafés et de restaurants. Bref, tout ce que je déteste. Mais il faut avouer que le chapelet d'îlots karstiques avec leurs baies et les grottes sont magnifiques. Le ferry quitte El Nido pour remonter la côte nord de Palawan. Elle est très sauvage avec de nombreux îlots déserts qui pourraient bien tenter quelques Robinson. Dans l'archipel des Calamianes, l'île de Coron apparaît au loin avec son chapeau de nuages. Elle est protégée par un mur de piton karstique impressionnant et inquiétant. Et pourtant, elle recèle des lagons paradisiaques et des merveilles sous-marines. De belles journées d'island hopping en perspective. Les lagons sont très profonds et la roche tombe à pic.
Il faut passer par un tunnel sous l'eau pour rejoindre un deuxième lac où l'eau atteint 30 degrés. Je fais peur à un petit poisson qui n'ose pas sortir. Les pitons karstiques sont un peu comme des icebergs. C'est assez vertigineux. Les poissons picorent les coquillages sur la roche. Une nurserie de poissons-chats. Les parents, énormes, résident dans les profondeurs. Difficile de les suivre. Des oursins diadèmes tropicaux avec leurs longs piquants dont la piqûre est douloureuse. Leur papille anale protubérante est cerclée d'orange. Non, ce n'est pas un œil. Et elle est ornée de 5 taches blanches et 2 points bleus. Un magnifique lagon vu du haut de 360 marches. De l'autre côté, 260 marches descendent jusqu'à un lac où la baignade est bien agréable. Aujourd'hui, j'en ai pris plein les yeux. Conversation avec un cousin des perroquets qui parle l'anglais. Yan, morning ka dyan. Bakit? Bakit? Juste avant de quitter Coronne. Retour dans les Visayas à Ilwalo City dans l'île de Panay. La ville n'a pas d'intérêt hormis la Casa Mariquite de 1803, l'opulente maison Lisares Mansion de 1928, et la cathédrale qui fut sanctifiée par le pape Jean-Paul II à cause de sa statue miraculeuse de Marie.
Mais je viens pour le festival d'Inajiang. Encore un festival, me direz-vous? Oui, il y en a beaucoup aux Philippines. Il fallait bien donner un caractère religieux à ce festival, et comme il n'y a pas de saint à Panay, alors on fait venir chaque année par bateau de Cebu le bien-aimé Santo Niño. Les petits-enfants viennent habillés en Santo Niño pour le défilé. Mais déjà épuisé par plus de 30 degrés, je ne sais pas si les chérubins ont pu achever le parcours de plusieurs kilomètres. Dinajiang commémore le pacte entre les colons malais et le peuple indigène Hatti. Mais voilà, la foule s'est installée dès l'aube et je dois faire des acrobaties pour photographier. Les instruments de musique sont très créatifs et uniques. Heureusement, les danseurs circulent dans la rue avec leurs magnifiques costumes.